j'étais vraiment naïve de plein de choses. J'avais des réflexions qui étaient celles de personnes qui effectivement jugent l'entreprise ou le dirigeant au travers des médias. Tu vois, quand j'étais plus jeune, je pensais que c'était bien d'être le chef, entre guillemets, parce qu'on avait nos propres règles. Alors il se trouve que c'est beaucoup moins le cas que ce que je pensais. La liberté est très limitée en étant dirigeant. Je vois pas trop un chef d'entreprise fondateur de sa boîte qui a pas un peu de melon à un moment. Non, on peut reprocher parfois à des dirigeants d'être opaques quand la situation peut être difficile. C'est vrai que ça peut faire peur aussi. Voilà. Même si t'aimes ton boulot, on a beau dire oui, je cherche un métier avec du sens. En fait, t'as beau chercher un métier avec du sens, t'es payé pour faire ça. Bonjour à tous, vous êtes sur Un bout de taf, le média qui investigue les mutations du travail. Et aujourd'hui, je vous invite, dans le cadre du cycle Décideurs, à découvrir Audrey Destin, qui va bien sûr se présenter, mais aussi présenter son parcours de dirigeante. Bienvenue sur Un bout de taf. Merci. Alors, comment tu décrirais, pour briser la glace, ton travail aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, je suis présidente d'une entreprise que j'ai créée il y a 6 ans qui s'appelle Pouparesp et qui commercialise une marque de papier d'hygiène qui s'appelle Poppy. Et donc, on fait des papiers toilettes, mouchoirs, essuie-tout. Donc, je dirige cette entreprise depuis très récemment en duo avec un directeur général. Donc, c'est très nouveau pour moi puisque j'ai créé ma boîte seule. Je n'avais pas d'associé fondateur. Et donc là, maintenant, j'ai un directeur général et je suis présidente de ma propre entreprise. Donc, c'est très nouveau. Et je serais ravie d'en parler avec toi. Voilà. Et mon DG s'appelle Pierre et je suis très contente qu'il puisse gérer la boîte, notamment pendant le congé mat que je vais prendre pour la première fois puisque je suis enceinte de mon 3e garçon et j'ai eu les 2 premiers pendant la création de ma boîte. Donc, je suis tombée enceinte peut-être le jour de la création de ma boîte. J'exagère, mais dans ces eaux-là, quoi. Et j'ai pas pris de congé mat. Donc, c'est très nouveau pour moi aussi de prendre du recul sur ma propre structure. Voilà. Tu n'as jamais pris de congé mat ? Non. Le premier, en fait, c'était la première année de ma boîte et j'étais seule. Donc, j'avais une salariée quand même que je venais de recruter. Mais j'avais pas ce luxe-là, en fait. C'est un luxe aussi d'arrêter de travailler. Donc, je pouvais vraiment pas me permettre de plus bosser. Donc, mon fils a été très présent aussi. Et puis, je l'ai mis très tôt à la crèche. Et le deuxième, je n'ai pas pris de congé mat. En l'occurrence, il a été hospitalisé, donc j'ai eu 15 jours de off. Mais sinon, non. Et il est venu au bureau pas mal. Voilà. Est-ce que tu penses que ça change quelque chose pour toi d'être mère, dirigeante dans ce cycle-là ? Parce que déjà, être dirigeant, c'est un métier difficile et en plus d'entreprendre donc avec son propre capital, avec sa vision, on donne beaucoup de soi. Est-ce que tu as eu des conflits parfois, de moments où c'était plus dur que d'autres ? Alors oui, je pense que parfois c'est plus dur, mais c'est aussi plus responsabilisant. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours gravité dans l'univers des startups et c'est vrai que ce qu'on peut reprocher parfois aux entrepreneurs de startups, c'est de lever de l'argent, de cramer l'argent. Et puis finalement, c'est pas si grave si la boîte se plante ou en tout cas, moi, je le ressens comme ça. Tu vois, surtout en ce moment, il y a énormément de faillites. C'est vrai qu'il y en a pour certains, c'est un vrai échec. Pour d'autres, c'est que un apprentissage, l'échec. Et moi, je dis souvent que en fait, moi, je ne peux pas me permettre que ma boîte se plante parce que, en fait, c'est mon travail, c'est mon gagne-pain. Et donc, si je gagne pas ma vie, mes enfants, j'ai du mal aussi à entretenir le reste de la famille. Donc, pour moi, je trouve que c'est très responsabilisant d'être parent. Mon mari est entrepreneur aussi, donc on a à cœur que nos boîtes tiennent et tiennent bien parce qu'on ne peut pas se permettre qu'elles meurent, quoi. Donc, je trouve que c'est très responsabilisant d'être parent et dirigeant / entrepreneur, quoi, parce que ça oblige. Ça oblige vis-à-vis de soi, ça oblige vis-à-vis des enfants, ça oblige vis-à-vis des salariés aussi. Donc, je trouve que c'est à la fois difficile et en même temps très sain parce que quand d'autres gens comptent sur toi, ça t'oblige à bien faire les choses, quoi. Voilà, ou à faire au mieux. Je ne dis pas qu'on fait tout bien, mais en tout cas, on est obligé, quoi. Voilà. Est-ce que tu t'es rêvée enfant comme dirigeante entrepreneur ? Alors, quand j'étais petite, je voulais être présidente de la République. Donc, je voulais être dictatrice du monde aussi. Enfin, bref, j'ai varié un peu dans mes objectifs de vie. La phase de puissance de l'enfant, c'est pas grave. Ouais, mais elle a duré quand même. Elle a duré pas mal de temps. Et j'adorais la politique, mais j'aime toujours ça d'ailleurs. En fait, j'aime les relations en société, les discussions au global, les réflexions qui mènent à une action quand même. Donc, la politique, c'est le problème justement, c'est que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'actions qui sont liées aux idées, mais en tout cas, voilà, je voulais faire ça. Et puis après, finalement, il y avait une histoire de dossier à Sciences Po où on pouvait rentrer sans faire le concours. Donc, j'avais postulé à ça et en prépa HEC. Et puis finalement, je n'ai pas été prise à Sciences Po sur dossier, mais en prépa HEC. Donc, j'ai fait une prépa
à Henri IV à Paris. Voilà, mais c'est vrai que je pense que, je suis persuadée, si j'avais été prise à Sciences Po, j'aurais certainement fait ce cursus-là, ce qui m'aurait maintenant, je pense, beaucoup moins correspondu, puisque je suis beaucoup plus à l'aise dans le business que dans les idées. Voilà. Donc, j'ai découvert un monde qui est celui de l'entreprise avec la prépa, puis avec l'école, puis les stages, etc. Donc, je pense que mon intuition première de faire de la politique n'était pas la bonne. Voilà. Il y a en ce moment un débat sur l'utilité des écoles de commerce pour créer une entreprise ou bien pour Oui. diriger, voire même pour être manager. Est-ce que toi, avec le recul entre l'école de la vie et l'école tout court, tu vois une différence où ça reste une valeur sûre? Moi, je suis fille de prof de philo, donc j'ai pas du tout eu un écosystème business autour de moi. Je pense que j'ai rencontré mon premier chef d'entreprise, j'avais peut-être 18 ou 20 ans, enfin, via justement ces... Le Bah, ça réseau? devait être à l'école, en fait, hein. Ça devait être à l'école de commerce, j'ai fait l'ESSEC, moi. Et mais même en prépa, on voyait pas de chef d'entreprise, enfin, c'était pas les intervenants qu'on avait. On faisait beaucoup de philo, en plus, à Henri IV, donc tu vois, ça restait très littéraire quand même. Beaucoup de maths aussi, ceci dit. Et donc je pense que l'école de commerce, ça a quand même ouvert, enfin moi qui étais vraiment vierge de tout ça, ça a vraiment ouvert mes chakras sur qu'est-ce que c'est que faire de l'argent, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise, comment ça tourne. Enfin, j'étais vraiment naïve de plein de choses. J'avais des réflexions qui étaient celles de personnes qui effectivement jugent l'entreprise ou le dirigeant au travers des médias, tu vois, c'était un peu simpliste comme ça. Donc moi, ça m'a ouvert les yeux sur le fait qu'en fait, une entreprise, bah, c'est une vraie organisation avec des règles, des gens, enfin, des choses, Des flux tu financiers? vois, des choses toutes bêtes comme ça. Exactement, la compta, par exemple, bah, moi, j'adorais ça. C'était un peu un prolongement des maths, mais version pratique. Donc, je trouvais ça vachement bien, quoi. Donc, ça m'a quand même bien ouvert les yeux. Après, ce qui m'a le plus aidé, c'est quand même les rencontres, les stages. Franchement, les stages que j'ai faits, en plus, à l'ESSEC, on doit en faire beaucoup. C'est ça qui m'a appris le métier, quoi. C'est Voilà. l'autoroute. C'est voir, en fait, des gens qui font. En fait, c'est en voyant les gens qui font et en faisant avec eux qu'on se rend compte qu'on peut faire aussi, que tout n'est pas possible. J'aime pas cette phrase de tout est possible, c'est pas vrai. Mais en tout cas, plein de choses sont envisageables si on est avec les bonnes personnes, qu'on apprend au bon moment et tout. Donc, c'est vraiment la mise en pratique des stages qui m'a appris l'entreprise, quoi. Voilà. Et qu'est-ce qui fait que finalement, tu lâches une carrière, on va dire, de cadre, sup, CSP+, plutôt confortable, vers quelque chose de beaucoup plus risqué? Comme tu disais, enfant de prof de philo, donc pas forcément avec les références entrepreneuriales ou de commerce. Où as-tu eu le déclic? Alors déjà, moi, j'ai jamais été cadre. Enfin, j'ai jamais été cadre. J'ai jamais bossé. Donc, j'ai fini l'école. Et tout de suite, je me suis associée avec 2 gars qui venaient de créer une agence de notation de start-up. Donc, en fait, j'ai démarré directement dans cet écosystème-là à 25 ans et j'ai adoré. On était, voilà, c'était une boîte très dynamique, vraiment dans le cliché de la levée de fonds, les recrutements massifs, l'ouverture de pays alors qu'il n'y en a pas besoin, mais on le fait quand même parce que c'était excitant et que franchement, c'était une super expérience, quoi. Mais j'ai jamais quitté un statut cadre stable parce que, en fait, j'ai jamais été dedans, quoi. Donc, je sais pas exactement ce que ça fait. Ce que je sais, c'est que j'avais pas envie justement d'être dans cette stabilité d'un salariat classique, tout simplement parce que ça me faisait pas rêver. Puis j'ai jamais, ben voilà, mes parents, tu vois, même en étant prof, en fait, n'avaient pas ce rythme-là non plus. Donc, j'ai pas été inspirée par des gens qui sont salariés classiques. Et donc, C'était plus facile de quitter un rêve que tu n'as jamais connu, en fait. bah oui, parce que Qui ne du coup, je l'ai pas t'intéressait pas. vraiment quitté, c'est ça. Et puis, quand j'étais plus jeune, je pensais que c'était bien d'être le chef, entre guillemets, parce qu'on avait nos propres règles. Alors, il se trouve que c'est beaucoup moins le cas que ce que je pensais. La liberté est très limitée en étant dirigeant. Mais quand même, c'est-à-dire que tu crées ton propre cadre. Et ça, je crois que ça me plaît bien, que ce soit dans mon rôle de dirigeant, mon rôle de mère ou dans toutes les autres activités associatives que je peux avoir à côté. C'est que c'est quand même moi qui crée des règles avec d'autres personnes et je pars quand même de mon prisme à moi. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est sans doute le côté très égoïste et narcissique des entrepreneurs, mais je pense que ça fonctionne beaucoup à ça. Voilà. On est quand même notre propre centre de gravité, tu vois. Et ça, je trouve ça agréable. Tu as été lancée avec l'émission Qui veut être mon associé? Est-ce que à ce moment-là, quand tu as pris cette décision pour postuler, tu as eu peur de cette, on va dire, lancée médiatique où tu t'es pas posé la question? Alors, en fait, avec Poppy, donc ma boîte actuelle, on avait quand même j'avais lancé la boîte 2 ans avant. Donc l'entreprise existait, Bien elle sûr. était, elle avait quand même déjà Opérationnelle. levé des fonds, elle était opérationnelle, on tournait bien.
On était beaucoup plus petits, mais quand même, tu vois, ça existait déjà. Et en fait, moi, la télé, j'avais déjà commencé aussi dans ma boîte précédente, notamment dans une émission, je ne sais pas si ça existe encore, ça s'appelait Tech Co sur BFM. Oui, Donc, j'étais oui, jury pour juger des startups, quoi, avec Sébastien Coinon, qui est oui. quelqu'un que j'aime beaucoup. Et donc, j'avais déjà fait de la télé. Je représentais quand même mon ancienne boîte aussi avec l'autre dirigeant. Donc, c'était pas. Moi, j'adore la représentation, j'adore la télé. Je trouve que c'est. En fait, j'aurais aimé savoir faire du théâtre, mais j'en ai jamais fait parce que je suis pas très forte à ça. Mais la télé, ça s'en rapproche un petit peu. Donc, non, j'étais vraiment super contente. J'ai pas du tout eu peur. Et puis, j'ai pas eu le sentiment non plus que c'était. Enfin, qui veut être mon associé, ça donne une énorme visibilité. Mais c'est pas Love Story ou Les Marseillais non plus par rapport Bien au sûr. très grand public, tu vois. Donc, non, j'étais super contente de présenter le projet. Et puis, on s'en sert encore des images qu'on a. Enfin, c'est très, très utile pour la visibilité de l'entreprise encore aujourd'hui, hein. Donc, j'espère qu'il y aura une nouvelle saison. Comme ça, on pourra réutiliser les images justement en pub, tu vois, ce genre de choses. C'est très, très utile comme émission d'un point de vue business. Voilà. Et levée de fonds aussi pour ceux qui lèvent effectivement des fonds. Et puis, il y a une forme de préparation à l'adoption parce que vous avez créé avec Poppy des produits innovants, plutôt, on va dire, en avance sur leur temps parce que c'est du Made in France, du produit d'hygiène, recyclé, de ce que je comprends. Euh, C'était en avance de son temps à cette époque-là. Donc, le passage à la télé, c'est aussi une forme de tremplin pour aller faire connaître au grand public. Est-ce que le grand public, du coup, a vraiment eu cette perception? Comment toi, à l'intérieur, tu as vu les choses changer? En gros, moi, quand j'ai démarré, le recyclé, ça représentait, je pense, 3-4% de la production de papier recyclé en France, notamment en grande distribution. Donc, c'était quand même assez peu. Aujourd'hui, j'ai eu les derniers chiffres, c'est 7%. Je pensais que c'était plus que ça, même. J'étais assez étonnée. Donc, ça a quand même évolué, mais c'est vrai que ce n'est pas la majorité, parce que le grand public a tendance parfois à penser que le papier recyclé pour du papier toilette, par exemple, ça va être gris, ça va être pas doux, ça va pas être résistant. Donc, il y a tout un travail, effectivement, d'évangélisation sur le côté qualité et réassurance sur le produit en lui-même. Donc, ça a bien évolué. Et aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de MDD, donc les marques des distributeurs, qui proposent du papier recyclé, ce qui n'était pas du tout le cas aujourd'hui. C'est très bien parce que moi, je trouve ça mieux qu'on soit plus nombreux. En revanche, là où c'est effectivement plus délicat pour nous, c'est que on se retrouve parfois dans un rayon de grande distri. En ligne, on est vraiment leader sur la livraison de papier d'hygiène. C'est quand même assez niche, tant qu'on viendra. Mais en grande distribution, on a vraiment frontalement les marques distributeurs qui sont par exemple sur les mouchoirs aussi. Donc, on essaie quand même on doit innover dans notre façon de faire nos prix, notamment pour pouvoir être compétitif vis-à-vis des grands distributeurs. Voilà. Donc, c'est encore en cours, hein. C'est pas complètement. Tout n'est pas arrêté. Ça reste encore un business de niche quand même, hein. Et pourtant, avec la crise écologique, on va dire, les consommateurs français sont plutôt habitués Mhm. à en entendre parler. Mais finalement, est-ce que c'est une forme d'élasticité au prix qui limite comme croyance en se disant que c'est Oui. toujours plus cher, des Alors, choses il comme y ça? a cette histoire effectivement de prix, et ça, je le comprends parfaitement, surtout en ce moment. Je pense que tout le monde fait attention à sa conso. Nous, ce qu'on essaie de dire, c'est que nos produits, ils sont plus compacts que les autres. Donc, en gros, il y a entre 200 et 350 feuilles, ça dépend des rouleaux, mais dans un rouleau de papier toilette. Donc, il a l'air plus cher, mais il est aussi 2 fois plus gros. Donc, tu vois, tout ça, il faut aussi qu'on l'explique dans des toutes petites PLV en magasin. Enfin, c'est difficile, mais c'est tout notre travail. Donc, les gens, en fait, s'y retrouvent, mais facialement, le prix, effectivement, est plus élevé. Donc, je comprends que ça puisse être un frein pour certains. Après, il y a aussi, enfin, pour la partie vente en ligne qui représente quand même 50% de notre chiffre d'affaires, on vend pas qu'un produit, on vend aussi un service. Donc en fait, on dit aux gens, vous tombez pas sur la dernière feuille, vous vous abonnez, vous y pensez plus, un peu comme les couches en ligne quand tu as des enfants. C'est très pratique aussi. Donc on vend une praticité. Et puis après, ce qui peut inquiéter le B2B, ça c'est 20% de notre chiffre d'affaires, donc les hôtels, salles de spectacle, entreprises, c'est la couleur. Parce qu'on a des hôtels de luxe, par exemple, et ça les inquiète de se dire, mince, est-ce que nos clients, même s'ils sont écolos dans l'idée, tu vois, Mmh. est-ce qu'ils ont envie que le papier soit un peu gris? Et en Mmh. fait, on a tout un travail de les rassurer en leur expliquant que pour certains, c'est un vrai sujet. On avait par exemple un palace à Saint-Tropez, je ne le citerai pas parce qu'il est très connu. Et ben, ils étaient clients. Et puis, il y a eu effectivement une peur de se dire mince, est-ce que le papier n'est pas trop gris? Et par ailleurs, on a le Cheval Blanc à Paris qui est client des mouchoirs, donc on a de tout. Mais il y a vraiment un frein à l'esthétique Mmh. vis-à-vis en tout cas, en ce qui concerne nos papiers écologiques, quoi. Voilà.
Donc, travail en cours, je pense que, en fait, on dit souvent, même si moi ça m'agace qu'on cite l'Allemagne constamment, mais bon, de fait, c'est vrai que sur la partie, aujourd'hui, c'est 25% des papiers d'hygiène le recycler, et c'est vrai que c'est un peu le sens quand même de l'histoire, souvent dans la consommation. Donc, je pense que nos 7%, ils vont vite évoluer. Voilà. Puis les gens sont pas à l'aise de couper un arbre pour un usage unique, donc ça, ils le comprennent très bien, de dire 1 tonne de poppies, c'est 17 arbres sauvés, ça plaît à tout le monde, tu vois. C'est marquant. Oui, c'est marquant, exactement. Et puis, c'est très parlant. Moi, j'ai pas de problème avec le fait de couper un arbre pour un meuble ou pour quelque chose qui va durer. Je trouve ça même très bien. Enfin, je trouve que c'est... Le bois, c'est des savoir-faire de qualité. Enfin, voilà, C'est un beau matériel. Voilà, exactement. Et puis, en plus, c'est utile. Mais il faut que ça dure, quoi. Faut pas le jeter. C'est dommage de couper pour un usage de 30 secondes. Voilà. Est-ce que du coup, toi, dans ton quotidien, par rapport à ces valeurs qui semblent transpirer, comme tu dis, en toute responsabilité et que ça oblige, est-ce que tu as listé quelques valeurs que tu peux nous partager? Qu'est-ce qui te tient à cœur et qui se matérialise dans le cadre de tes décisions? D'un point de vue écologique, par exemple. Oui, mais pas que. Ouais. Alors, d'un point de vue écologique, j'essaie d'être cohérente, mais enfin, comme tout le monde, personne n'est très cohérent dans ces histoires-là. Mais enfin, en tout cas, moi, ce qui me freine le plus, je trouve quand même, c'est la question de l'avion. Effectivement, ça fait 6 ans qu'on prend plus l'avion, donc même si c'est un luxe de dire ça, c'est vrai que ça change aussi la façon de voir les vacances, les déplacements, l'éducation des enfants, parce que, par exemple, nos enfants, l'un d'entre eux commence à se demander pourquoi nous, on prend pas l'avion, on va pas loin. Enfin, et en fait, j'ai pas envie de le culpabiliser ou de lui faire peur en lui disant c'est parce que si on prend l'avion, on va tous mourir. Enfin, tu vois, c'est pas l'idée de lui faire trop peur, mais en même temps, c'est vrai aussi de dire tu sais, l'avion, ça consomme beaucoup. Si on n'a pas une grande nécessité, il faut pas le prendre. Moi, ça, j'en suis vraiment convaincue. Je suis un peu la team Jancovici là-dessus. C'est que les gens disent Jancovici, il est extrême à dire qu'il faut prendre que 3 fois l'avion, mais en fait, si on te dit qu'il faut prendre 3 fois l'avion, beau être extrême, si c'est vrai, finalement, pourquoi pas. Enfin. Il y a pas mal de personnes dans le monde qui ne prennent pas l'avion tout court. Ouais, après... et voilà, et notamment pour des raisons aussi financières. Oui. Donc en fait, c'est... bon voilà, ça c'est quand même une règle, je trouve, assez symptomatique. Mais par ailleurs, j'ai été encore plus extrême que ça, parce que j'ai même été végane pendant longtemps. Et ça, j'ai arrêté, par exemple. J'ai arrêté pour des raisons de santé, pour des raisons aussi de... Tu vois, je me suis dit, en fait, manger de la viande, si finalement... dans la chaîne alimentaire, les animaux, ils se disent pas, ouais, c'est pas écolo. Enfin, tu vois, le lion, il se dit pas, c'est pas écolo de pas bouffer une antilope. Donc, en gros, je me suis dit, c'est un peu la même réflexion pour l'humain, notamment mes enfants. Je veux qu'ils mangent de la viande, parce que c'est vrai que j'ai un peu peur qu'ils aient les carences que moi j'ai eues, parce qu'en plus, moi, je m'organisais pas bien dans mon véganisme. Mais, et du coup, j'ai passé mon permis de chasse, tu vois, de me dire, en fait, psychologiquement, si je veux manger de la viande, il faut que je sois capable de la tuer, parce que c'est de la cohérence aussi. J'ai passé mon permis de chasse pour... bon, je te rassure, je ne tue pas tous les animaux que je mange. Mais en tout cas, voilà, j'ai un espèce de... J'ajuste aussi, comme tout le monde, mes réflexions. Le Made in France, par exemple, j'ai beaucoup évolué dessus aussi. Avant, je me disais, mais on va faire que de la fabrication française. Et puis, au fur et à mesure, je me suis dit, mais finalement, c'est vrai que je suis née en France, mais bon, ma mère, en l'occurrence, est espagnole. Je me dis, tu vois, qu'est-ce que j'en ai à faire d'aller fabriquer en Espagne? Les Espagnols, ils sont bien traités. Les usines, c'est une usine Bicorp avec laquelle on travaille. Donc, en fait, j'ai évolué, mais il y a 5 ans, je t'aurais pas du tout dit la même chose. Donc, en gros, mon critère, c'est quand même, écologiquement, il faut que je sois un minimum à l'aise en me disant, on pollue pas plus que si on fabriquait pas. D'un point de vue fabrication locale, sociale, c'est de se dire que les gens avec qui on travaille sont bien traités selon les règles. C'est-à-dire, moi, je pourrais travailler avec un contrat comme eux, voilà, un truc comme ça. Et après, aussi, d'un point de vue sociétal, c'est vrai que moi, je suis ce qu'on appelle, en tout cas, je fais partie de dirigeants chrétiens qui se revendiquent comme chrétiens. Donc, j'applique des règles de la doctrine sociale de l'Église dans ma façon de manager et de travailler avec mes fournisseurs, les externes, etc. Voilà. Comment ça se matérialise? C'est une bonne question, parce que souvent, on dit, notamment dans nos cercles de dirigeants chrétiens, on se dit souvent que, en rigolant, on nous dit « vous êtes catho, mais vous faites ci ». Et c'est vrai que c'est délicat, en fait, de se revendiquer d'une religion, ça peut être aussi juif ou musulman, et de ne pas être parfait sur toute la ligne, parce que du coup, on ne te rate pas au tournant, ce qui est normal. Mais moi, la règle que je m'applique, pas toujours bien d'ailleurs, mais c'est que quand j'ai une décision importante à prendre ou quand je dois parler à quelqu'un d'un sujet difficile, encore une fois, que ce soit un salarié, un fournisseur ou autre, quelqu'un m'avait dit un jour, quand tu rentres dans la pièce, rappelle-toi que t'es pas le chef des lieux et qu'il y a quelqu'un au-dessus qui te regarde. En fait, c'est tout con, mais parfois, franchement, ça m'apporte un peu l'humilité que j'ai pas toujours. Et ça, c'est vraiment une règle
qui se pratiquent au quotidien, quoi. Voilà. Est-ce que tu penses que la mauvaise réputation, entre guillemets, des startups, ou même de la Startup Nation en France, vient de ce côté un peu mégalomane qui n'a pas obligé certains à se dire qu'ils n'étaient pas les seuls chefs à bord? Je suis pas sûre que ce soit propre à la France. Je pense que quand on est chef d'entreprise ou entrepreneur, on est forcément assez ambitieux, donc un peu narcissique aussi, je crois. Je vois pas trop un chef d'entreprise fondateur de sa boîte qui a pas un peu de melon à un moment, parce qu'il faut quand même y croire, il faut être bon commercial, donc arriver à vendre un truc au début quand il y a rien, bah faut quand même croire en soi, puisqu'on se vend soi-même, quoi. Donc je pense que c'est important d'avoir quand même une certaine estime de soi pour lancer sa boîte. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes, notamment des femmes, qui parlent du syndrome de l'imposteur, mais c'est vrai que quand il devient trop présent, ce syndrome de l'imposteur, on n'avance plus, quoi. Donc, et puis s'il n'est pas présent du tout, c'est quand même qu'on est un peu très sûr de soi. Donc voilà, il y a un juste milieu à trouver. Je pense pas que ce soit propre à la France. Ce qui est propre à la France, c'est le côté critique. Parce que dans d'autres pays, on ne va pas critiquer cette mise en avant, cette mégalomanie. On va même créer des moments iconographiques. Oui, en France, on n'aime pas trop les Français. En fait, je pense que les Français, un peu comme ça, naturellement, pensent ne pas aimer les chefs d'entreprise. Mais quand on voit le succès, notamment des missions dont tu parlais tout à l'heure, comme Qui veut être mon associé, en fait, c'est que culturellement, on ne sait pas ce que c'est qu'un chef d'entreprise. Comme je te disais, moi, fille de prof de philo, je ne savais pas ce que c'était. Donc, naturellement, le patron est le méchant. Mais en fait, on voit bien que dès qu'on ouvre un peu les portes, il y a pas mal de séries Netflix aussi maintenant, grand public, qui parlent de chefs d'entreprise charismatiques, la série Tapis. Enfin, tu vois, les gens, spontanément, on va dire, le français n'aime pas le chef d'entreprise. Et les Français adultes, Tapis, alors bon, c'est pas non plus le meilleur d'entre nous. Enfin bon, c'est quelqu'un de formidable, parce que... mais quand même, quoi. Tu vois, ou même, il y a Mathieu Stéphanie qui a fait l'interview de Carlos Ghosn récemment. Oui. Ça fait beaucoup parler, mais en soi, tout le monde est, voilà, et tout le monde est là en train de dire ah ouais. Alors quand même, on accepte quand même, je pense, en France, le patron voyou ou le patron qui est pas parfait, parce que les gens ont quand même besoin de rêver, et comme c'est pas le politique qui fait rêver, moi je pense que la star de demain, c'est quand même le chef d'entreprise. Enfin, j'ai cet espoir-là que effectivement, comme aux États-Unis, il y a des sondages qui le montrent. Il y a des sondages qui sont sortis récemment et qui disent qu'en fait, il y a des Français qui font plus confiance à leur entreprise ouais, et aux exact. dirigeants. C'est marrant, j'en parlais ce matin justement avec mon mari, parce qu'on se disait, il y a un entrepreneur que j'aime beaucoup et qui est dans le bouquin dont on parlera peut-être après, mais Éric Larchevêque, qui se positionne vraiment, qui est quelqu'un d'ultra-libéral au sens américain du terme, hein. Et il se positionne beaucoup, notamment avec cette fameuse taxe Zuckman. Donc il s'est positionné, et en disant justement qu'il y avait plein de chefs d'entreprise qui commençaient à se positionner, pas forcément politiquement, mais à dire attendez, attention, ou même les Français sont majoritairement pour, mais sans savoir vraiment pourquoi ils sont pour, etc. Donc, je pense que les choses sont en train de changer, et que la figure starifiée de demain, ça pourrait être effectivement un entrepreneur, quoi. Un entrepreneur. Après, bon, je pense que ce sera long quand même en France. On a cette culture de l'homme politique, quoi. Par rapport à ce leadership entrepreneur, est-ce que tu penses que, par exemple, un travailleur, un salarié pourrait l'adopter? C'est-à-dire, dans quel sens, pardon? Cette capacité d'être proactif. Est-ce qu'un salarié peut devenir son... Ah oui, être entrepreneur dans le milieu. Est-ce que toi, tu encourages, par exemple, tes salariés à être dans une forme d'entrepreneuriat? Carrément. Carrément. Moi, je trouve que c'est... Il faut pas que tout le monde soit comme ça, parce que si tout le monde veut être calife à la place du calife, ça marche pas. Par contre, s'il y a un calife et plusieurs califats qui s'installent à l'intérieur de la boîte, pourquoi pas? Donc, oui, moi, je trouve que justement, le problème qu'on a, notamment en France, c'est qu'on voudrait que tout le monde soit une copie conforme. C'est-à-dire que l'égalité, en fait, on a cru que c'était la copie conforme. Donc, il faut qu'un homme, ce soit une femme, exactement tout pareil, que un salarié soit exactement pareil que son patron. Mais en fait, c'est absurde, parce qu'on est tous différents. Chacun a sa spécificité. Et notamment dans le traitement du salarié, je trouve que c'est vachement important de ne pas confondre égalité et équité. Moi, par exemple, si, en l'occurrence, mes salariés n'ont pas d'enfants, mais si j'ai un de mes salariés qui me dit, voilà, j'ai des enfants, c'est la grève aujourd'hui, et banco, arrange-toi comme tu veux, voilà. Si un salarié me dit moi j'ai pas d'enfant mais c'est la grève donc je vais jouer aux boules, je veux dire là je vois moins le truc, tu vois. C'est que chacun en fait a son rythme et sa façon de... Et ça c'est... Voilà, je pense que il faut... Chaque personne, qu'elle soit salariée, chef d'entreprise ou autre, doit savoir
un peu quelle est sa place, et c'est aussi bien se connaître, et ensuite trouver cette place et se donner les moyens de cette place. Donc, dans pas mal d'entreprises, tu peux avoir des gens qui commencent très bas et puis qui montent au fur et à mesure, notamment en grande distribution. Ça, je trouve que c'est un milieu qu'on critique beaucoup, mais qui est quand même assez formidable. Et méritocratique aussi. Chez Leclerc, tu as des exemples de gens qui ont monté, qui sont maintenant adhérents. Enfin, et donc, c'est des très bons exemples de j'identifie que j'ai envie d'être quelque chose, je me donne les moyens d'être cette chose-là et j'évolue au fur et à mesure. Donc ça, complètement, moi, je crois vachement à l'ascenseur social. Hein. J'ai l'impression d'être un exemple d'ascenseur social. Alors, j'étais pas dans la misère du tout, mais je ne corresponds pas, même quand j'étais à l'ESSEC, j'ai toujours eu le sentiment d'être un peu différente que beaucoup de mes amis de l'école, parce que je viens pas du même milieu. Ça veut pas dire, encore une fois, financièrement, mais du même milieu professionnel, voilà. Arte a sorti il n'y a pas longtemps un documentaire sur effectivement les étudiants qui arrivent dans des écoles de commerce. Vu, ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Sur HEC même spécifiquement, je crois. Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé ? J'ai trouvé que c'était... au début, j'ai eu peur. Je me suis dit, ça va être une critique un peu bête d'HEC. Tu vois, il faut critiquer HEC, donc on critique HEC. Bon, en fait, non. C'était plutôt le suivi des étudiants, justement. C'était assez intéressant. Et moi, je trouve ça... J'ai trouvé les jeunes là, qui étaient suivis. Alors, il y en a un qui était un peu plus à l'écart que les autres, mais j'ai trouvé ça super. Et de voir l'intégration aussi de cette fille qui devient, je crois, chef d'équipe de l'équipe féminine. Enfin, il n'y a pas que le côté professionnel. Ce qui est génial dans les écoles... Voilà, dans les écoles de commerce, ce qui est super aussi, c'est qu'il y a le côté associatif, notamment sportif, très développé aux États-Unis, un peu moins en France, mais qui aussi, quand même, commence à devenir important, qui fait que cette fille, elle devient vraiment un pilier de l'école, pas par son statut ou celui de ses parents, mais parce qu'elle est très forte, en fait, dans ce qu'elle fait. Donc, j'ai trouvé ça bien, finalement, ce reportage, plutôt positif. Donc, j'étais agréablement surprise d'Arte. C'est pas toujours... la ligne est quand même compliquée sur les sujets business, et j'ai trouvé ça assez bien fait. Donc, est-ce que tu penses qu'il y a la même chose, par exemple, dans le milieu start-up ? Parce qu'il y a eu effectivement des critiques comme quoi c'est pas assez diverse sur les typologies de diplômes, sur, par exemple, le genre, effectivement, ou même les origines sociales. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Alors, moi, c'est vrai que le genre, je trouve que c'est pas complètement... Alors, statistiquement, effectivement, il y a moins de femmes qui créent des boîtes. Mais moi, c'est vrai que si je dois me battre sur un sujet... Je me battrai toujours plus sur le sujet social que sur le sujet du genre. Parce que quand on est une fille d'eux, je suis désolée, on ne souffre pas d'être une femme. Voilà, spécifiquement, tu vois. Oui. Voilà. Par contre, quand on n'est pas une fille d'eux, on souffre plus que quand on n'est pas un garçon d'eux, effectivement. Donc moi, je trouve qu'il faut plus encourager la montée sociale des individus, notamment des femmes, que de défendre le statut d'une femme parce que c'est une femme en soi. Une femme riche... Si elle a envie de réussir, elle réussit. En revanche, une femme pauvre qui a envie de réussir réussira moins bien. Et donc, c'est important qu'on aide la femme pauvre plus que la femme riche. Voilà. Elle est mal partie dans la vie, effectivement. Exactement. Il va falloir... donc, c'est elle qu'il faut aider et c'est elle qu'il faut soutenir. Et c'est pour ça que le reportage d'Arte était bien. C'est parce que cette fille était un bon exemple de ça, j'ai trouvé. De résilience. Enfin, c'était bien expliqué, bien fait, ouais. Sur cette question-là, effectivement, d'incarnation, de leadership, est-ce que... tu as eu des moments difficiles ou des décisions difficiles qui se sont posées face à toi sur ton chemin en tant que dirigeante ? Oui, j'en ai eu malheureusement beaucoup, notamment pendant les 6 années de Poppy, enfin 5 années de commercialisation, on va dire, sans compter la première année qui est plus du rodage, mais j'ai eu une phase de grande croissance où tout semblait aller bien, etc. Enfin... En fait, il y a eu une période aussi où c'était pas trop grave de pas être rentable. C'est-à-dire qu'on levait des fonds, on recrutait beaucoup, on dépensait beaucoup, puis on relevait des fonds. Donc, c'était pas trop responsabilisant. Et puis, moi, je suis tombée dans cette phase où, en fait, ma première vraie levée de fonds, ça a été la phase où, quand même, on commençait à dire, tiens, il faut être rentable parce que les valos seront plus les mêmes. Donc, si on lève à une valo trop élevée, malheureusement, ensuite, soit on garde cette valo, soit les investisseurs disent, non, moi, je veux pas baisser la valo, ce qui est normal aussi. Chacun son métier, un investisseur, il n'est pas là pour être bénévole. Hein. Ce qu'il faut expliquer un peu pour les personnes qui nous écoutent, qui ne sont pas de ce milieu, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une série, donc early stage et ensuite série A, par exemple, ceux qui ont investi en premier espèrent pouvoir sortir en deuxième tour ou en troisième tour pour pouvoir gagner de l'argent ou alors rester jusqu'à la prochaine. Voilà, ou que la vente va être faite, effectivement. Et en gros, quand on lève des fonds aussi, c'est très important de voir que l'investisseur n'est pas non plus...
on n'est pas redevable en tant qu'entrepreneur à ses investisseurs. Ça, c'est un piège justement du syndrome de l'imposteur, c'est de penser que parce que quelqu'un nous prête de l'argent, c'est pas un prêt, on vend un morceau de son gâteau. Donc là, c'est pour ça que moi, j'aime pas du tout la vision du prêt quand on lève des fonds. Quand on lève des fonds, on a un gâteau, on le partage avec des gens. On vend des morceaux de ce gâteau-là, mais on les récupère jamais. Donc c'est pas du tout... Et c'est pour ça que, d'ailleurs, on a cette tendance aussi en tant que femme à se sentir redevable vis-à-vis des investisseurs. Et ça, c'est une grosse erreur. Un investisseur, il fait son métier. Comme nous, en tant qu'entrepreneurs, on fait notre métier. Son métier, c'est investir son blé et espérer que ça rapporte. Ça rapporte. Mais si ça rapporte pas, il a mal investi. C'est un un mauvais risque. investisseur, c'est un risque. Mais c'est très, très important de le comprendre. Et je trouve qu'en tant qu'entrepreneur aussi, même si, bon, parfois, évidemment, on culpabilise en se disant j'ai pas été assez bon, la valo était peut-être trop élevée, etc. Mais je trouve qu'un bon investisseur, c'est un investisseur aussi qui sait dire c'était mon investissement avec cette valo-là. J'aurais dû la négocier mieux, j'aurais dû la baisser. Mais c'est le métier de l'investisseur. L'investisseur est un financier. L'entrepreneur n'est pas un financier, normalement. Si c'en est un, ça mélange un peu les genres. Donc, voilà, c'est... Il y a même des thèses d'investissement, c'est-à-dire des investisseurs... Je veux gagner tant à tel horizon, etc. J'ai choisi un secteur particulier avec telle rentabilité. C'est ça. Voilà. Mais en early stage, pour des boîtes très jeunes, souvent l'investisseur, c'est vrai qu'il investit sur une personne parce qu'il y croit. C'est là où le mélange des genres est plus délicat. Mais il faut arriver justement à avoir cette distance de dire l'investisseur a investi dans un individu, un entrepreneur, parce qu'il y croyait. Mais ensuite, un bon investisseur, c'est aussi celui qui comprend qu'il y a des aléas, que c'était son choix d'investissement et que dans l'ensemble de son portefeuille, il y en a qui marchent, il y en a qui marchent moins bien. Et d'ailleurs, je trouve que, moi en tout cas, les meilleurs investisseurs que j'ai, c'est des anciens entrepreneurs. C'est des gens qui savent comment ça marche, qui ont déjà eu des investisseurs eux-mêmes, et c'est les meilleurs parce que ils sont pas dans la culpabilité quand ça marche pas, ils sont dans l'encouragement et dans le challenge aussi. C'est-à-dire que ils savent te dire, attends, là, le chiffre est en dessous, qu'est-ce qui s'est... Mais c'est intelligent, c'est pas juste d'arriver à la fin de l'année et dire, alors, pourquoi on a... Tu vois, c'est un truc régulier de suivi. Un bon investisseur, pour moi, en early stage, c'est un ancien entrepreneur. Voilà. C'est un bon mentor. Ouais, mais mentor, ça veut pas forcément dire coach. Justement, on fait un peu tu vois, on mélange les genres et tout. Par exemple, il y a des gens, des coachs, qui coachent des gens, enfin des entrepreneurs, et qui prennent des parts en échange du coaching. Ça, c'est no-go. Tu vois, en fait, soit tu es investisseur, soit tu es coach. Mais pour moi, tu n'es pas les deux. Un bon investisseur, c'est coacher, bien sûr. Mais un bon coach, a priori, il n'a pas l'intérêt financier. Tu vois, c'est biaisé, quoi. Donc, il faut faire attention aux coachs qui prennent des parts, je trouve. Mais du coup, quelles sont les décisions? Parce que tu décris une situation qui est un peu difficile. Donc, j'ai levé... Voilà, donc ça a commencé effectivement... où moi, j'ai levé au moment où les valos étaient encore assez élevés, sauf que du coup, après, très vite, moi, j'ai beaucoup recruté, puisqu'un de mes investisseurs, à raison, m'avait dit, justement, il faut que tu dépenses l'argent, puisqu'on t'a pas prêté de l'argent, on a investi, donc il faut investir cet argent. Si tu le laisses sur le compte, ça marche aussi, t'es peinard pendant des années, mais c'est pas l'idée de l'investissement en start-up. Donc, on recrute, et en fait, les recrutements, notamment sur la partie commerciale, paye moins vite. Ça, c'est un des problèmes qu'on peut avoir, une erreur qu'on peut faire en tant qu'entrepreneur. On recrute un commercial, on se dit, il va vendre en 6 mois. S'il vend en 9 mois, ça te fait quand même 3 mois dans la vue, tu vois. Donc, il faut très vite ajuster, parce que tu as les périodes d'essai, tout ça. Enfin bref, je te passe les détails, mais en tout cas, on a beaucoup recruté. On a été une vingtaine. Aujourd'hui, on est une dizaine avec le même chiffre d'affaires. Donc, effectivement, trop de recrutement, peut-être un peu trop vite aussi, pris par l'emballement de la levée de fonds. Et donc, j'ai dû me séparer de gens que j'aimais beaucoup. Voilà. Donc, je n'ai eu aucun conflit. Je m'entends toujours hyper bien avec tous les gens dont je me suis séparée, qui parfois sont partis aussi en bon accord, etc. Juste une personne avec qui ça s'est pas bien passé, mais pour des raisons d'ailleurs qui étaient indépendantes de cette histoire de levée de fonds, c'était plutôt de son côté. Et c'est vrai que c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup, donc c'était pas facile, mais pour elle non plus. Voilà. Et donc c'est vrai que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup encore. Donc j'ai de la culpabilité, évidemment. Je pense qu'elle aussi. Enfin voilà, c'est le genre d'histoire humaine en fait où ça aurait pu peut-être mieux se passer, et ça s'est pas bien passé par des problèmes de communication aussi, sans doute. Voilà. Mais bon, ça arrive dans la vie aussi. Tu vois, sur tous les gens qui sont passés chez Poppy, il y en a une seule avec qui j'aimerais bien un jour prendre un café, peut-être discuter au calme. Voilà. Mais c'est clair que le changement de paradigme, on va dire, financier des startups n'a peut-être pas été perçu de la même manière pour les salariés eux-mêmes.
Je sais pas ça, parce que pour le coup, moi, j'ai toujours été hyper transparente sur, par exemple, j'ouvre la trésor, donc les salariés savent combien il reste de trésor. D'accord. Avant, c'était mensuellement, maintenant c'est trop, on fait ça trimestriellement, où en gros, on donne les chiffres. D'accord. Donc les salaires sont connus, c'est-à-dire que moi, les gens, s'ils veulent me demander, savent combien je gagne. Là, par exemple, mon DG, le deal avec lui, parce que je trouve que c'est fair aussi. Là, pour le coup, je suis pour l'égalité dans la question du même travail, même salaire. C'est quelqu'un qui, du coup, touche le même salaire que moi parce qu'il va faire mon travail de directeur général pendant le temps, justement, qu'on s'est donné tous les deux. Mais en tout cas, je trouve qu'à même travail, c'est salaire égal. Voilà. Et là, pour le coup, que tu sois un homme, une femme ou que sais-je, tu vois, Bien c'est même sûr. pas le sujet. Pose la question aussi des grilles à l'entrée. Je trouve que c'est intéressant d'avoir des grilles en fonction du travail et pas que en fonction non plus de l'école ou je sais pas quoi. C'est si tu fais le même travail, tu gagnes pareil. Pour un commercial, ça se passe par le variable. Si tu es un bon commercial, tu gagnes plus parce que tu vends plus. Si tu n'es pas bon commercial, tu gagnes moins, mais parce que tu vends moins. Donc la variabilisation est très intéressante, je trouve, pour les commerciaux. Tu parles de partager effectivement la trésor. Enfin, ce qu'il y a dedans. Oui, Voilà. l'information. Voilà, exactement. Mais ce qui est déjà pas mal, parce qu'effectivement, on peut reprocher parfois à des dirigeants d'être opaques quand la situation peut être difficile. C'est vrai que ça peut faire peur aussi. Voilà. Ceci dit, ça peut faire peur aussi de trop ça. partager. Mais bon, quand tu as une petite équipe, moi je pars du principe que les trucs se savent de toute façon. Enfin, Oui. Mais c'est vrai que, bonne question, si on n'a jamais été non plus dans une situation de trésorerie délicate. C'est pour ça aussi peut-être que je me suis pas posé la question. C'est que on n'a jamais été à court de trésor. Voilà. Ouais. Ou si c'était le cas, j'étais toute seule, du coup c'était mon argent. Enfin, tu vois, c'était pas... je me stressais avec moi-même, quoi. Mais en tout cas, en ayant des salariés, c'est vrai qu'on n'a jamais été dans une situation de trésor qui justifie que ce soit la catastrophe. Voilà. D'où l'anticipation aussi de faire en sorte que ce soit pas la catastrophe. Et c'est la responsabilité du chef d'entreprise, parfois, de se séparer d'individus pour protéger les autres. Et de prendre ça, des j'en suis décisions profondément convaincue. Prendre des décisions difficiles pour éviter la casse, c'est aussi parfois le mode de survie. Protéger la boîte, en fait. Oui. Protéger l'entreprise, protéger le groupe. L'outil de travail. Oui, exactement. Non, mais c'est vraiment très important. Je pense aux gens qui ont des usines physiques. Beaucoup discuté avec des industriels, forcément, ces dernières années. C'est sûr que parfois, des décisions sont mal comprises, notamment des licenciements massifs dans des industries qui vont pas bien. Mais en fait, c'est souvent... Alors, parfois, il y a des très mauvaises décisions, bien sûr. Mais parfois, c'est parce que si on ne se sépare pas d'un morceau, c'est tout le corps qui en souffre énormément. Donc, après, on peut avoir des stratégies aussi de sacrificielles. C'est parfois le cas en France, de dire vaut mieux tous crever qu'en sauver quelques-uns. C'est toujours bien d'en sauver quelques-uns, mais voilà, ça se discute. C'est très culturel de penser qu'il faut noyer tout le monde, tu vois. Oui, surtout que ça va très vite se passer, alors que on peut, avec du temps gagné, trouver d'autres solutions pour renouveler une filière, oui, une mais branche. C'est vrai que c'est dur pour les individus qui en pâtissent. Ça, je le comprends parfaitement. Clairement. Et c'est pas marrant. C'est pas... La vie d'entreprise n'est pas marrante de toute façon. Enfin, ça, c'est un truc aussi qu'on comprend. Moi, quand j'ai commencé en start-up, tout était... c'était vraiment le monde des bisounours, ouais, des licornes. C'était un peu ça. Et en fait, très vite, tu comprends, et c'est très sain de le comprendre aussi, que c'est pas du tout, ça reste du travail, ça reste... Déjà, à partir du moment où tu fais quelque chose pour une rémunération, même si tu aimes ton boulot, on a beau dire oui, je cherche un métier avec du sens. En fait, tu as beau chercher un métier avec du sens, tu es payé pour faire ça. Donc, tu es redevable aussi vis-à-vis du chef d'entreprise qui te paye ou de l'organisation, de l'État. Quand on est fonctionnaire, on doit être redevable aussi, c'est l'État qui paye, c'est donc toi et moi qui payons les fonctionnaires. Donc, c'est très important de considérer le travail comme aussi une chance qui nous est donnée de gagner notre vie. Et moi, je suis reconnaissante vis-à-vis de ma boîte, mes salariés, et mes clients, parce que je sais que je vis grâce à eux aussi. Voilà, comme eux vivent grâce à moi ou ce qu'on a construit ensemble. Le travail, c'est aussi être redevable à un moment à quelqu'un, quoi. Voilà. C'est peut-être ça qui pose aujourd'hui un problème, parce qu'on n'a pas envie de se sentir redevable à quelqu'un. Ouais, mais ça, c'est embêtant, parce que ça, c'est très embêtant. Je pense que c'est le problème de notre je me suis dit, ça fait longtemps que c'est un problème, Société, mais c'est de notre société. Ouais, c'est même pas une histoire culturelle française. C'est que aujourd'hui, on considère, beaucoup de gens considèrent qu'ils doivent rien à leurs parents. Donc, on met nos parents, voilà, on a tendance peut-être à s'en débarrasser un peu, ce qui est terrible. Mais je juge pas, parce que j'ai pas été face encore à cette situation, donc je peux pas savoir. Mais on trouve qu'on ne doit pas trop à nos parents. On trouve qu'on doit peut-être... certains, même
peut-être pas envie d'avoir des enfants parce que c'est difficile justement d'être redevable. Et c'est vrai que c'est une grosse responsabilité, ou bien on reste pas longtemps dans une boîte parce que on n'a pas envie de créer de liens, voilà. Ouais, même dans un lieu, on n'a pas envie d'être ancré dans un lieu. Ouais, tout à fait. Donc les gens bougent. La société liquide. Ouais, voilà, exactement. C'est ça. Mais après, ça a des gros avantages. Je pense que sur la durée, ça a des gros inconvénients, notamment spirituels. Je pense qu'effectivement, on parle beaucoup de santé mentale. Je crois que l'instabilité, c'est quand même une grosse source de mal-être mental, quoi. Mais bon, j'ai pas la solution, donc je me permettrai pas de juger ou de donner des leçons. C'est que je constate quand même que on ne va pas bien d'être beaucoup dans le déplacement, dans l'urgence, dans le non-enracinement, dans des choses qui font du bien aussi, quoi. Comme le travail. Si c'est bien fait, bah, ça fait moi, je trouve que ça fait du bien, quoi. La famille, ça fait du bien aussi, les amis, enfin, tu vois, des choses stables, quoi. Voilà. J'aime bien le mot enracinement, ça me fait toujours penser à Ouais. Simone Veil, et c'est toujours bien de la citer. Est-ce que tu trouves qu'il y a une différence entre un fondateur et un dirigeant? Ah bah oui. Oui, oui, tout à fait. Le fondateur peut être un mauvais dirigeant, d'ailleurs, d'où le fait que parfois il change et c'est très bien. Notamment après plusieurs années, en fait, en tant que fondateur, peut-être que tu as trop tendance à ressasser pourquoi tu as créé tes trucs à toi et tout, alors qu'en fait, si la boîte évolue, bah, les gens évoluent aussi. Et en revanche, un dirigeant n'aura jamais la pression, je pense, psychologique d'un fondateur, parce que, notamment quand ça va mal, le fondateur, il perd ce qu'il a créé, donc il y a un côté en plus très personnel, quoi. Oui, d'identité. Voilà, d'identité. Le dirigeant, justement, il est dans ce cadre où il peut bouger. Il a un contrat, il peut bouger finalement d'entreprise. Le fondateur, s'il bouge, il a toujours son nez dans sa boîte, je crois. Après, on reste connecté. Oui, et puis on sent une responsabilité, j'espère aussi dans la création, quoi. La création, c'est pas rien, c'est un truc qu'on fabrique de toutes pièces, quoi. Est-ce que j'ai toujours, enfin, je suis dirigeante aussi, et j'ai toujours cette phrase dans ma tête où je me dis, un dirigeant fondateur, on ne lui demande pas, et il n'a pas besoin forcément des mêmes compétences de 0 à 100 000 euros, et de 100 000 euros à 1 million, et de 1 million à 100 millions, par exemple. Est-ce que tu as senti ces paliers-là? Ah bah ouais, clairement, je les ai bien sentis. Oui, tout à fait, et notamment dans le management, notamment dans la gestion de la trésor, notamment dans le choix des fournisseurs. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que surtout quand on est seule fondatrice, parce que moi, comme j'avais pas d'associé fondateur, tu pourrais dire, bah, quand t'es mauvais, l'autre prend le relais. En fait, si t'as pas d'autre, bah, du coup, tu dois te former, puis parfois, tu fais pas les trucs bien, forcément. Et donc, c'est pour ça que c'est très sain, j'imagine, d'avoir des dirigeants qui évoluent en fonction des paliers. Oui, tout à fait. Sauf génie, hein, tu as des génies. Moi, je suis pas un génie, donc voilà. Mais tu as des génies qui arrivent certainement à passer tous les paliers, hein. D'ailleurs, les génies de ce monde sont à la tête des plus grosses boîtes, mais je pense que c'est pas la norme quand même de l'ensemble des Et ça humains. prend du temps. Et Ça prend du temps, et puis c'est rare de savoir tout bien faire aussi. C'est aussi important de l'accepter en tant que dirigeant, de savoir Ouais, tout à fait. qu'on peut pas tout bien faire. Exactement. Tu as écrit un livre sur l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, et puis savoir comment tu l'as écrit? Oui, alors c'est un bouquin, en fait, moi j'adore lire. Je suis très classique dans mes lectures, j'ai jamais lu un livre de management, mais on m'a proposé d'écrire un livre de management, d'entrepreneuriat au sens très large. Un truc sur le succès, et en fait, bah là, pour le coup, c'est même pas que j'avais un syndrome de l'imposteur, c'est que j'ai sincèrement pas l'impression d'avoir réussi. Enfin, j'ai l'impression voilà, j'ai une boîte qui tourne, mais j'ai pas l'impression d'être un exemple de succès. Et donc je me suis dit, bah, je vais plutôt tourner le truc de façon rigolote en disant, bah, justement, j'ai pas réussi, je vais aller voir ceux qui ont réussi. Et donc le livre s'appelle Succès, mode d'emploi, les conseils des meilleurs entrepreneurs de France. Donc je suis allée voir des entrepreneurs, des gens que j'aime beaucoup et qui se sont prêtés au jeu de l'entretien sur c'est quoi le succès, et puis quels sont les conseils qu'on pourrait donner à un entrepreneur qui se lance, ou qui est dirigeant d'ailleurs, parce que voilà, il y a les deux. Et c'est un livre amusant, et comme j'adore la BD, j'ai fait ça avec un dessinateur de BD, donc ça s'appelle un roman graphique, c'est entre la BD et le roman. Ça fait quand même 144 pages écrites, donc ça reste de l'écrit. Mais le dessin apporte aussi une touche humoristique. Et d'immersion. Ouais, d'immersion, t'as raison. D'immersion, divertissante, voilà. Et donc ça sort chez Duno le 15 octobre, donc disponible dans toutes les bonnes librairies, comme on dit. J'espère qu'il y en a beaucoup, du coup. Et Amazon aussi, voilà, et la Fnac.
C'est génial. Est-ce que tu pourrais nous dire déjà quelle est la version de réussite que tu identifies ou que les témoins que tu as interviewés identifient? Ce que j'ai trouvé vachement intéressant, franchement, ça m'a marqué et ça m'a beaucoup rassurée dans une période aussi où en fait, déjà j'ai commencé mes entretiens, je venais d'apprendre que j'étais enceinte du 3e, ce qui n'était pas forcément prévu aussi rapidement. C'est génial. Et donc déjà j'étais très malade, donc tu vois, enfin c'est tout con, mais tu fais un entretien, tu vois le truc, tu as envie de vomir, c'est vraiment délicat quoi, donc c'était difficile physiquement. Et en fait, ce qui me redonnait vachement de pêche et tout, c'est que tous les entrepreneurs, pourtant il y a du lourd dedans, il y en a un qui pèse 1 milliard quand même, donc tu vois, tu te dis toi avec ton... Bref, moi pardon... C'est qui le 1 milliard? Je peux dire, ceci dit, Franck Provost, ceci dit capitalisation, parce que justement avec la taxe Zuckman, on va commencer à penser, je sais pas quoi, non, on parle bien au global sur une version. Mais en fait, tous ces messieurs et ces dames, parce qu'il y a aussi des femmes qui ont réussi selon la partie aussi financière et business, tous, ils ont le sentiment qu'ils n'ont pas complètement réussi. Et il y a toujours un petit complexe d'infériorité sur un truc. Il y en a un, c'est pas Franck en l'occurrence, mais il y en a un, par exemple, qui est un super entrepreneur, mais ceci dit, j'en parle dans le bouquin, donc je peux en parler là, c'est Jean-Michel Aulas, donc vraiment non seulement figure dans le sport, voilà, la CJD et tout, c'est un gars top, un père que moi je trouve exceptionnel et tout. J'aime beaucoup ce personnage-là. Et son mini complexe, c'est de pas avoir fait une grande école d'ingé, tu vois. Non. En fait, on a tous nos trucs, quoi. Et donc, ça aide aussi à relativiser certaines choses, à se dire que le succès, c'est déjà accepter qu'on n'a pas forcément passé toutes les étapes qu'on voulait, mais que là où on est actuellement, c'est quand même assez stylé. Donc, il y a un côté se contenter aussi de ce qu'on a réussi à construire. Ça peut être des grandes choses comme Jean-Michel Aulas, ça peut être des plus petites choses, mais être à sa place, c'est vraiment le succès, en tout cas sur la partie bonheur, quoi. Quand tu es à ta place, tu as peu de chances d'être malheureux, a priori, je crois. En revanche, tu as beau être très, très riche ou si tu n'es pas à ta place ou que tu ne te sens pas à ta place, c'est là où il y a un décalage, quoi. Voilà. Mais c'était super intéressant de rencontrer toutes ces personnes qui avaient chacune, aucun n'avait parfaitement réussi ce qu'il avait prévu à 8 ans ou à 5 ans, tu vois. C'est rigolo. Et puis, ça crée un drive, enfin une forme d'animation, de mouvement, d'action. Tout à fait. Qui motive sur la suite. Exactement. Et la réussite de la CJD était certainement liée aussi au fait qu'il fallait prouver quelque chose par le travail qui n'était pas par le côté académique, quoi. Donc voilà, les choses qu'on ne fait pas bien motivent aussi en tant qu'entrepreneur pour prouver qu'on peut bien faire quand même, quoi. Voilà. Ça, c'est vrai pour tous, je trouve. Quelles sont les clés que tu retiens? On va dire donner quelques-uns pour donner envie aux personnes qui nous écoutent de lire le livre. Alors, je pense que il y a vraiment des personnalités très différentes. Ce qui est intéressant, à mon avis, c'est à chaque fois, l'idée, c'est que chacun de ces entrepreneurs-là, de ces grands patrons-là, disent c'est vraiment important de savoir qui on est. Donc, ça paraît tout con, mais en fait, c'est la question des talents, quoi. Quels sont mes talents? Comment je peux les exploiter? Et en fait, après, je suis le meilleur. Donc, si je reprends l'exemple de Franck Provost, Franck, par exemple, c'était de dire, en gros, lui, la coiffure, c'était pas un truc dans lequel il était, genre, à 10 ans, il s'est pas dit, je vais être coiffeur. C'est sa maman qui lui a dit, il y a un poste chez mon coiffeur, est-ce que Banco, tu veux prendre le poste? Ok, je prends le poste. Et après, il s'est dit, quitte à faire ça, je vais être le meilleur. Donc, il est devenu champion de France. Enfin, tu vois, une espèce de quête de l'excellence. Mais l'excellence, on peut la trouver dans tout. Voilà. Je prends l'exemple de mon... ça n'a rien à voir avec le livre, mais je trouve que c'est intéressant quand même de s'attacher à notre histoire, puisque chacun, on a nos trucs, nos parents, nos enfants, enfin bref. Mais tu vois, moi, mon père, je me souviens, il a été traumatisé parce que son prof, il venait d'un petit bled dans les Landes, voilà, et son prof de latin lui avait dit, il vaut mieux être premier dans son village que deuxième à Rome. Et je trouve que c'est assez vrai dans l'entrepreneuriat aussi, c'est-à-dire que si on passe son temps à rêver de devenir une licorne ou de copier un tel sur LinkedIn, etc., on a de grandes chances d'être malheureux parce que statistiquement, franchement, c'est compliqué d'y arriver. En revanche, si on est très très bon dans sa PME locale ou mais même dans sa start-up pas locale, enfin, c'est pas le sujet du local, mais c'est si on est bien à sa place, je pense qu'on a de grandes chances d'être heureux. Voilà. Peut-être pas de réussir financièrement à avoir 15 Tesla et 25 maisons, mais en tout cas, on a de grandes chances de s'épanouir. Et comme la vie est assez courte, j'imagine que c'est tout ce qu'on recherche quand même, d'être épanoui, quoi. Voilà. Mais dans tous les cas, la moyenne des salaires des entrepreneurs dirigeants
n'est pas des millions. Donc, Non, exactement. Puis il y a la question du salaire aussi, oui, là où les gens mélangent tout aussi, du patrimoine, du patrimoine, des dividendes. Dividendes, c'est un truc, tu vois, par exemple, moi, on m'avait jamais... En école de commerce, on n'a jamais trop parlé de cette partie-là, mais en fait, c'est fondamental, quoi. La notion de dividende est vraiment une notion financière qui est très peu connue, même des entrepreneurs eux-mêmes. D'accord. Donc, moi, j'ai des copines qui ont une boîte complément alimentaire, je la citerai pas, mais les dividendes, ça, c'est vraiment quelque chose qui régale, quoi. Donc, tu vois, il y a des business comme Bien ça sûr. qui permettent d'avoir des sources aussi financières qui sont assez intéressantes et c'est vrai Qu'il faut dans des anticiper. PME. Exactement, exactement. Les piscinistes, par exemple, c'est des gens qui parfois font des très, très gros business, quoi. Bon, pas si t'as envie d'être pisciniste, mais en tout cas, si le but de quelqu'un qui a ce talent de développer des boîtes Ouais. est de faire de l'argent, qui s'en fiche du secteur, ma foi, pisciniste, bon, ça se creuse, hein. Tu vois. Pisciniste, ça se Ça se creuse. creuse en plus, exactement. Je n'ai pas fait exprès, mais Bien ouais. fait. Ouais, Bien merci, trouvé. c'était pas voulu, mais ouais. On sent l'auteur en toi. C'est vrai. Bon, pourtant, il n'y en a pas eu beaucoup des livres, il y en a eu qu'un, mais ouais, peut-être. Alors, raconte-nous comment ça s'est passé, à part le fait des symptômes, on va dire, du premier trimestre. Oui, c'est vrai que c'est peut-être pas. Écoute, les rencontres, en gros, donc, je voulais une dizaine d'entrepreneurs de secteurs variés qui, justement, puissent s'inspirer des personnes dans des secteurs variés. Et surtout des gens qui ont justement des réussites qui sont différentes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des milliardaires, il y en a aussi, mais il y a aussi des personnes qui ont très très bien réussi dans un secteur donné. Par exemple, Nicolas Chaban, c'est qui le patron, qui est vraiment dans un... On est entre l'associatif et le pur business. C'est ça qui est vachement intéressant, je trouve aussi. Donc, chacune de ces personnes, je les ai rencontrées. On a beaucoup échangé sur le perso aussi. Et en fait, leur histoire personnelle permet d'avoir plein de petites anecdotes rigolotes sur le fait de créer sa boîte, le fait de développer une entreprise et le fait évidemment de toucher à ce succès-là. Et donc, ça a été beaucoup de déplacements parce qu'il y en a qui étaient pas que à Paris évidemment, donc beaucoup de déplacements partout en France. Et j'ai appris énormément de choses sur l'alignement justement avec soi-même, les objectifs, comment bien poser ses objectifs aussi. Voilà, et puis il y a aussi une entrepreneure qui a créé Tartines et Chocolat qui avait Oui, été. elle est incroyable. Ouais, elle est incroyable. Elle était chez Mathieu Stéphanie d'ailleurs aussi. Oui. C'est lui qui me l'a présenté parce que Mathieu Stéphanie a écrit la préface du bouquin. Vraiment très sympa d'ailleurs, Mathieu. Et donc il m'avait présenté à Catherine qui a créé Tartines et Chocolat. Et elle, c'est un exemple vraiment fascinant parce que c'est l'histoire aussi d'une chute qu'elle raconte très bien, notamment pour des raisons personnelles. Hein. Les entrepreneurs sont, pour certains d'entre eux, très passionnels, y compris dans la vie perso. Et donc elle raconte son histoire et tout ce qui a conduit à faire de Tartines et Chocolat une immense réussite business. Et pour elle aussi, peut-être beaucoup de souffrance sur le chemin, quoi. Donc, vraiment intéressant ce profil-là. Il y a aussi des histoires d'échecs dans ce livre sur le succès. Voilà. Est-ce que toi, en tant que dirigeante, ce process d'écriture, parce que j'avais vu passer des éditeurs encourager les dirigeants à prendre la plume, Oui. et apparemment, il y a quelques années, il y avait plus de dirigeants qui écrivaient des livres, alors qu'aujourd'hui... Moi, aujourd'hui, c'est marrant, j'avais l'impression qu'il y avait pas mal d'activités. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui devrait être encouragé parce que ça nourrit ton leadership? Est-ce que toi, Pas ça t'a forcément. nourri? Moi, je trouve que c'est... En fait, l'écriture, c'est un talent quand même, parce qu'on ne s'improvise pas auteur. Et puis, il faut aimer ça, parce que ça prend du temps. Franchement, quand tu relis, tu trouves pas ça bien, tu refais. C'est quand même... je trouve que c'est beaucoup à côté d'une boîte de faire usant. ça. C'est du temps. Et puis, il y a beaucoup d'insatisfaction parce que tu refais beaucoup. Enfin, moi, je trouve qu'on refait beaucoup, on réécrit beaucoup. Donc, voilà. Dans la relecture, c'est un process dur. Hein. Franchement, tu es content une fois sur deux. Donc non, moi je pense que si on n'aime pas écrire, il faut pas écrire. Enfin, c'est comme on n'aime pas chanter, on chante pas. C'est pareil. Non, je trouve que c'est pas du tout un passage obligé. Il faut aimer écrire et puis aimer les livres aussi, parce qu'il y a plein de gens sans doute qui lisent jamais, qui du coup ne doivent pas avoir un grand intérêt à écrire. Voilà. Est-ce que tu trouves que le fait de faire cet acte de communication, pas le livre hein, spécialement, mais de manière générale sur LinkedIn, tu prends la parole, est-ce que pour tes salariés, ça les aide à gagner en clarté? Est-ce que tu as des rituels spécifiques, même au-delà de LinkedIn, de la communication externe, une communication interne qui permet à tes collègues, salariés, collaborateurs de mieux comprendre ta vision et là où tu vas Peut-être, aller? je pense qu'ils me connaissent bien en tant que dirigeante parce que je parle beaucoup.
C'est vrai que je parle beaucoup. Donc oui, mais oui, je ne sais pas si c'est bien ou mal d'ailleurs, mais en tout cas, c'est vrai qu'ils connaissent plus ma vie, ma personnalité, parce que j'en parle beaucoup aussi. Donc c'est certain qu'ils savent à qui ils ont affaire, vu le personnage public aussi. Donc oui, ça doit, en tout cas, ça aide à la compréhension. Je ne sais pas si ça aide à notre. Bon, j'ai quand même l'impression de m'entendre vraiment bien avec chacun d'entre eux. Puis c'est pas pour faire un peu la, comment dire, la bonne dirigeante, mais très sincèrement, enfin, les gens avec qui je travaille comptent pour moi. Voilà, je parlerai pas d'amitié parce que peut-être que justement c'est un trop grand mélange des genres, mais en tout cas c'est des gens. J'ai de l'amour pour ces gens. Voilà, très franchement. Alors c'est un amour différent évidemment d'un Bien amour sûr. amical ou d'un amour amoureux, mais en tout cas j'estime avoir de l'amour pour ces gens. Ouais. Voilà. C'est Norman Alter qui parlait de l'attachement professionnel et que c'est sociologue qui décrit ce phénomène et qui est important et qui parfois peine à être présent dans nos carrières. Effectivement, ce que tu décris, c'est plus une forme, je dirais, d'attachement qui peut se créer et pour le coup, qu'on ne peut pas contrôler. Hein. C'est toute la beauté de la chose, c'est qu'on ne peut pas contrôler. Oui, tout à fait. Et après, enfin, on ne peut pas contrôler, je ne suis pas d'accord, parce que quand même, justement, il y a une rationalité qu'il faut apporter sur la relation qu'on a avec ses salariés. C'est que c'est pas, on n'est pas justement dans un amour fraternel ou dans un amour familial qui fait qu'on perd la raison. Normalement, quand tu es amoureux de ton mari, de tes enfants, enfin, tu vois, il y a un côté irrationnel où tu vas prendre des décisions quoi qu'il arrive, quoi. Je trouve que justement, le quoi qu'il en coûte quand on est dirigeant d'État ou d'entreprise ne doit pas avoir lieu, parce que c'est justement, c'est pas de cet ordre-là. Moi, on parlait de religion tout à l'heure, une règle aussi que j'essaie de m'appliquer, mais qui est très difficile, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que la question, c'est pas que l'amour, mais c'est aussi le qui est mon prochain. Et donc, mon prochain, c'est celui qui est proche, donc mon salarié, mais c'est aussi celui que je connais pas forcément, donc celui que je recrute, celui qui va être sur ma route. Et bref, c'est des réflexions très, très longues, évidemment, et j'ai pas la réponse, mais en tout cas, c'est vrai que cette phrase, elle m'aide aussi parfois à trouver la bonne limite. Voilà. Mais ça n'empêche que j'ai quand même de l'amour. C'est pas de l'attachement, c'est de l'amour. Je maintiens. Je comprends. Non. J'utilisais ce parallèle, effectivement, qui est plus, on va dire, un concept théorique, mais que le mot en lui-même, et bien sûr, il est légitime d'utiliser de l'amour parce que si tu le ressens, c'est qu'il est légitime, tout court. Il n'y a pas un dirigeant en ce moment qui est inquiet par rapport à l'instabilité, qui a du mal à voir la fin du mois, comment il va se projeter, à se renouveler, qui est fatigué. Qu'est-ce que tu lui proposerais comme... Alors moi, je suis pas très forte pour avoir des bonnes options contre la fatigue, parce que je pense que je m'épuise beaucoup aussi, c'est vrai, physiquement. Pour le coup, là, je pense que j'ai une grosse marge d'amélioration sur... tu vois, j'accumule beaucoup de projets, j'accumule beaucoup de choses en même temps. Mais par rapport à l'instabilité, je pense qu'il y a un vrai sujet, et je pense que c'est très inquiétant, ce qui se passe, notamment le climat social en France particulièrement, dans le monde aussi. Mais bon, là, je vais quand même me limiter à ce que je connais le mieux. Limitons-nous. Je trouve que c'est assez inquiétant, en effet. Et donc, je pense que les chefs d'entreprise doivent prendre la parole aussi pour se montrer qui ils sont, que ce n'est pas des méchants capitalistes qui sont là pour exploiter le monde, mais au contraire, des gens qui contribuent aussi. Le terme de contribution, moi j'ai un fonds d'investissement qui s'appelle Contribution dans mon capital. C'est très important. Contribuer, c'est participer. Et le chef d'entreprise, sauf exception, il y a des horribles personnes partout, évidemment, mais chez les salariés aussi. Enfin, c'est absurde de penser que dans les chefs d'entreprise, on va trouver plus de malfrats qu'ailleurs. Ça, je crois vraiment que c'est une erreur. Et donc, c'est aussi aux chefs d'entreprise de se faire connaître, de montrer que c'est des travailleurs comme les autres, mais avec une responsabilité différente, un salaire souvent différent aussi et bien plus élevé, c'est vrai, mais en expliquant la responsabilité et ce qu'il y a à l'intérieur d'un salaire, je pense qu'on peut aider aussi à la meilleure compréhension de ce métier de dirigeant. Voilà. Celui d'entrepreneur qui est encore autre chose, mais moi, je suis assez inquiète, effectivement, de la tournure que prennent certaines, notamment de dirigeants politiques qui jouent là-dessus, qui jouent sur la peur du patron, la méconnaissance. Haine, la méconnaissance, alors que ces gens-là, ils connaissent très bien les patrons puisqu'ils financent leur campagne politique beaucoup avec le secteur privé. Donc, c'est ça que je trouve assez terrible, c'est qu'en fait, il y a des hommes politiques qui aujourd'hui
utilisent la méconnaissance des gens pour donner Et des la mauvaises détresse. images et la détresse des gens pour donner une mauvaise image du business. Le business, c'est avant tout de la création de valeur. On fabrique quelque chose, on vend quelque chose, un service, un produit, pour déjà rendre service. Le principe, on sert un besoin. Et voilà, après, on peut toujours citer effectivement les Chines, les trucs, on se dit c'est gadget, mais si les gens achètent, c'est qu'ils y trouvent un intérêt. Et Donc, qui n'ont pas les moyens de s'offrir autre chose. peut-être aussi, mais en tout cas, voilà, je trouve que on met beaucoup de responsabilité et de culpabilité sur le dirigeant et pas assez sur les individus. Moi, je suis libérale, donc je pars du principe que chaque individu est responsable de ses actes, y compris les plus petits actes. Et donc, on ne peut pas blâmer systématiquement que le patron. Voilà. Merci Audrey. Merci à toi. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à mettre des pouces bleus comme on dit sur YouTube maintenant. Et n'hésitez pas aussi à nous laisser des commentaires pour en savoir plus sur ce que vous en avez pensé. Merci et à bientôt sur À bout de taf.